Vendredi, Dave Brailsford, invisible sur la Tirreno Adriatico en Italie. Il a passé 2 heures enfermé dans le bus de l'équipe pour ne pas répondre à nos questions. Le manager de la Sky n'ose plus enfourcher en public son vélo de fonction. Il est le symbole d'une équipe cernée par le soupçon, acculée par les instances britanniques, traquée par la presse anglaise. Comme ici, Sir Bradley Wiggins, flanquant les journalistes de la BBC à la porte de son jardin. C'est chez moi, c'est une rue privée, j'appelle la police. Car tout est parti de lui. En septembre dernier, des documents provenant de hackers affirment qu'avant ses grands tours 2011, 2012 et 2013, Wiggins a reçu des injections de corticoïdes. Lui, qui affirmait ne jamais avoir reçu de piqûre de sa carrière, a été obligé de le reconnaître. Premier doute. C'était prescrit pour des allergies et des problèmes respiratoires. J'ai de l'asthme depuis longtemps. Je suis allé voir le docteur de l'équipe. Nous avons consulté un spécialiste pour savoir quoi faire pour soigner ça. Et il nous a dit oui, vous pouvez faire quelque chose, mais vous avez besoin d'une autorisation. Et puis, voici l'affaire du Mystery Package, le colis mystère de Wiggins. En 2011, pendant le Dauphiné, un colis est apporté en France par un membre de la fédération anglaise, et c'est là que Sir Dave Brailsford s'en mêle les cale-pieds. C'était pour une fille de l'équipe nationale, Emma Poulet. Avance-t-il d'abord. Mais Emma rectifie aussitôt. Je n'étais pas en France à cette date. C'est maintenant une commission d'enquête parlementaire et l'agence britannique antidopage qui enquête depuis 4 mois sur ce paquet d'ennuis pour les Sky. Le fait est que nous sommes en mesure d'établir qu'à un certain moment pendant le Dauphiné, le docteur Freeman a demandé à ce qu'on lui livre un paquet. 4 mois d'enquête pour ça. Il faut dire que l'agence antidopage n'a pas de chance avec les Sky. Des documents très longs à obtenir, des témoignages au compte-gouttes. Le docteur Richard Freeman, le médecin de l'équipe par exemple, il devait venir s'expliquer devant la commission d'enquête cette semaine sur une commande d'ampoules de corticoïdes. Mais il était malade, il n'a pas pu venir, pas de chance. Quant à ses archives médicales volées avec son ordinateur pendant ses vacances en Grèce en 2014, c'est vraiment ballot. Chez Sky, on entend les premiers craquements. Le site Cycling News rapporte les propos anonymes de coureurs qui souhaitent le départ de Brailsford. Alors, Sir Dave Brailsford a l'idée d'une lettre de soutien des coureurs, à lui-même. Mais Chris Froome, en vacances, a refusé de la signer. Alors, Sir Dave Brailsford reconnaît des maladresses, mais fait front. Les gens me jugent, mais ce n'est pas moi. Je peux me regarder en face. Je me bats pour un sport propre, dans les règles de l'art. L'agence antidopage qualifie la défense Sky d'étrange. Pour l'instant, rien de formellement illégal, mais beaucoup d'explications bizarres qui en font effectivement une bien étrange affaire. Et Chris Froome à 3 km de l'arrivée. Pour l'instant, tout va bien pour le Britannique et ça va se compliquer pour lui, mais il ne le sait pas encore. Regardez, Nairo Quintana est lâché et ça c'est une grande surprise. Mais là, à 1 km de l'arrivée, c'est l'image de ce début du Tour de France. On est à mi-Tour de France. Regardez, la moto est bloquée par des spectateurs et Richie Porte sans casque, emmenant avec lui Christopher Froome, Bauke Mollema. Tout le monde se relève, mais c'est la surprise en se relevant. Les vélos sont cassés, un peu plus pour Christopher Froome, qui ne peut pas repartir. Il va poser son vélo, désespéré dans sa tête à ce moment-là. Mais c'est incroyable ce qui a dû se passer. Il a dû passer par toutes les émotions. On dirait un marathonien, un triathlète. Incroyable dans un col comme le Ventoux. On voit ici Richie Porte passer, Froome qui continue, qui parle à sa direction sportive, qui attend un vélo tout simplement pour repartir. Il demande c'est la voiture Mavic d'assistance qui va venir au secours du maillot jaune. Mais c'est incroyable cette image. Un maillot jaune à pied dans les pentes du Mont Ventoux. Non, vous ne rêvez pas. Regardez ce vélo de l'assistance Mavic. Trop petit. Il n'a pas les bonnes pédales pour les chaussures de Christopher Froome qui va de nouveau s'arrêter à 400 mètres de la ligne au chalet Renard. Enfin dépanné pour un bon vélo. Mais que de temps perdu. Quelle histoire sur ce Tour de France, Cédric. Quelle histoire incroyable et surtout
beaucoup de panique du côté de Chris Froome qui repart enfin avec un vélo correct pour terminer. Rien dans le règlement ici qui permette de reclasser Froome, mais c'est vrai qu'en revoyant ces images, le bon sens l'a emporté. Christopher Froome qui à ce moment-là ne sait pas s'il sera encore maillot jaune. Il est désespéré, il a vécu un truc de fou, Christopher Froome. Oui, un truc de fou. Il a été battu aujourd'hui non pas à la pédale, mais tout simplement par un fait de course incroyable. Beaucoup de public, une moto stoppée par une foule considérable. Et c'est vrai que les commissaires ont mis du temps avant de prendre cette décision de reclasser Chris Froome à la tête du classement jaune. Du Mont Ventoux, et on a attendu cette décision très longtemps. Et finalement, eh bien, c'est bien Christopher Froome demain qui partira avec le maillot jaune devant Adam Yates. Alors on ne sait pas très bien où les temps ont été pris, mais avant l'étape, il avait 35 secondes d'avance sur Quintana qui reste quand même, on va dire, son rival principal. Eh bien, après l'étape, il en a plus d'1 minute d'avance, 1 minute et 1 seconde d'avance. Bon, bah, c'est une décision qui va faire parler, mais en tout cas, après tous ces événements, plutôt bonne journée. La journée se termine bien pour Christopher Froome. Quelle journée! L'équipe Sky, ça tombe bien, deuxième jour et déjà une polémique qui est donc fait apparition aujourd'hui. C'est une première polémique avec l'équipe Sky justement visée par la FDJ qui critique cette combinaison. Vous en avez forcément entendu parler hier. Regardez cette image. Expliquez-nous. Ils auraient utilisé une combinaison aérodynamique et la FDJ dit que c'est interdit. Exactement. Regardez cette image. C'était hier pendant le contre-la-montre avec Geraint Thomas, Chris Froome. C'est pareil. Vous allez voir sur les bras, il y a des morceaux rigides, ce qu'on appelle des vortex, des appendices aérodynamiques dans la combinaison. Alors, selon les spécialistes, ça augmenterait les performances de 4 à 7%. Hier, 18 à 20 secondes. Alors, pour certains, c'est illégal, c'est interdit. Je vais vous lire ce que dit le règlement. L'article 1.3.033 de l'UCI, pour être précis. Tout équipement vestimentaire susceptible d'influencer la performance est prohibé. Il est interdit de porter des éléments vestimentaires non essentiels pouvant diminuer la résistance de la pénétration dans l'air ou à modifier la physionomie du coureur. Alors, ce matin, l'équipe d'Arnaud Démare, la FDJ, avec Marc Madiot et le directeur de la performance, Fred Grapp, sont allés porter réclamation avec également des représentants de l'équipe BMC, l'équipe de Richie Porte auprès du jury des commissaires. Qui a validé cette combinaison hier. Ce que dit Frédéric Portal, le manager de la Sky. Philippe Marier, le président du jury des commissaires, a dit qu'il ne disposait pas de certitude juridique pour interdire cet équipement et donc il a validé le résultat de l'étape hier. Nicolas Portal a dit que c'était tout à fait homologué, donc le directeur sportif de l'équipe Sky. Donc pour l'instant, fin du feuilleton, on verra lors du contre-la-montre de Marseille s'ils utilisent encore cette fameuse combinaison. Attaque de Froome, personne ne peut suivre le maillot jaune. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment Christopher Froome peut faire pour tourner à 110 tours minute. Christopher Froome qui a matraqué aujourd'hui le Tour de France 2015. Dans le cadre de la Pierre Saint-Martin, qui était une ascension de fin d'étape, on part sur un temps qui est un temps d'ascension, le temps d'ascension de Chris Froome, qui est de 40 minutes 43 secondes. À partir de ce temps, on peut calculer une puissance développée par le coureur. C'est un modèle mathématique fiable qui nous donne une puissance moyenne sur l'ensemble de l'ascension à 425 watts. Donc l'idée, à partir de ces 425 watts, c'est de calculer la puissance maximale aérobie, la PMA, qui serait de 500 watts pour Froome. Les principaux adversaires de Christopher Froome ont lâché prise un par un. Donc ça, c'est des choses qui sont validées par la communauté scientifique. C'est des méthodes de mathématiques qu'on utilise depuis plusieurs décennies qui sont très fiables. Vous avez ces 500 watts qu'il va falloir transformer en watts par kilo. C'est la donnée qu'on utilise pour comparer les individus. Donc sachant qu'on a pris un poids favorable pour Froome à 71 kg, donc 500 watts divisé par 71 kg, ça vous donne une PMA en watts par kilo à 7,04 watts par kilo. Et il faut savoir que quand vous passez les 7 watts par kilo, on rentre dans la catégorie des gens qui ont un profil anormalement élevé. Christopher Froome, seul en tête. Donc, sur les bases des études antérieures, effectivement, pour nous, Froome, il est dans une position où il doit nous donner des informations sur ses profils physiologiques pour que sa performance puisse être crédible, puisqu'aujourd'hui, dans ce qu'on a, nous, comme information, tous les athlètes qu'on a vus au-delà de 7 watts par kilo étaient des athlètes qui, dans le passé, ont été rattrapés par des affaires de dopage. On voit que l'état sanitaire, on va parler d'état sanitaire du peloton, va beaucoup mieux. Les performances qu'on enregistre, elles sont revenues dans les normes. On est vraiment dans un cycliste qui a vraiment progressé. Et puis on a ces
d'extraterrestres qui sortent de temps en temps comme ça sur des données de colle où on voit des choses qui sont physiologiquement incompréhensibles avec les données de la littérature. Quelles données concrètes là vous demanderiez via peut-être l'AMA, via l'UCI, à Chris Froome et à son équipe des Sky? Les données concrètes, c'est simple, c'est nous donner toutes les données du passeport biologique des athlètes. C'est d'être transparent sur les données de puissance, c'est-à-dire de donner les données de puissance au grand public. Si on est là et qu'on a ça sur la table, on verra forcément ce qui se passe. Ce que j'ai distingué en étant dans l'équipe Vecina, qui a été corroborée et recoupée par les dopés eux-mêmes, c'est qu'on peut, dans certaines circonstances, pousser certaines puissances. Normalement, au bout de 5 heures d'effort dans le dernier col d'une grande étape de montagne, c'est un des radars, comme on les a appelés, qu'on peut poser, on peut mesurer cette performance-là. Et au-delà d'une certaine limite qui est fixée pour un athlète qui fait 70 kg, 410 watts, ça c'est un peu ce qui permet de comparer un peu tous les athlètes, qu'ils soient gros ou qu'ils soient petits. Au-delà de 410 watts, en deçà de 410 watts, on dit que les performances sont humaines. C'est-à-dire que quelqu'un avec une physiologie normale, super entraîné, avec le plus gros potentiel physiologique, pourrait être dans cette zone-là. Ensuite, entre 410 et 430 watts, on est dans une couleur qui est jaune, qu'on appelle la zone suspecte. Ensuite, on est dans une zone entre 430 et 450 qui est miraculeuse, c'est le terme qu'on a trouvé. Et ensuite, c'est complètement mutant. Les grands mutants étant, de manière avérée, Björn-Riis, Contador à une certaine époque, il est bien loin d'être mutant maintenant, Pantani, Lance Armstrong par exemple. Eux, ils ont fait des performances de mutants dans certains cols qui sont référencés depuis plus de 20 ans. Et cette année ? Et cette année, on a vu des gens qui ne sont ni mutants, ni miraculeux, ni suspects, pouvoir, comme Dan Martin, gagner des étapes, mais surtout, on a revu des mutants, au moins un, pratiquement mutant, performance qu'on ne voulait plus jamais revoir si ça avait changé. Alors on parle de ce qui va bien, alors même que le problème principal, c'est ce qui est devant. D'où la question légitime de Lance Armstrong, peut-on gagner le Tour sans dopage ? On peut effectivement briller sur le Tour sans dopage, ça oui, on peut le dire, et c'est relativement nouveau, mais gagner le Tour sans dopage, je pense qu'au travers des performances qui ont été réalisées, notamment par Chris Froome il y a 2 jours, on a la réponse tout de suite. Chris Froome, lui, je ne sais pas à qui on peut le comparer, mais ses performances, en tout cas, elles sont tout à fait comparables, elles sont similaires à Lance Armstrong et Jan Ullrich du temps de leur splendeur, quand ils étaient dopés à mort, si vous voulez. Donc Chris Froome, en 2003, sur la même montée, aurait certainement suivi, non seulement suivi Jan Ullrich et Lance Armstrong, mais il les aurait peut-être battus. Ça veut dire que le dopage n'a aucun effet sur la performance ? On pose la question.